Nous revoilà pour la deuxième partie sur le noir et blanc. Alors, l'école américaine a un parcours très différent de l'école française. Probablement le premier maître du noir et blanc, au moins celui qu'on considère le plus, qu'on trouve le cité le plus souvent par les dessinateurs des années, à partir des années 60, est Milton Caniff, l'auteur de Terry et les pirates et Steve Canyon. Milton Caniff, c'est le dessinateur qui a introduit la grammaire cinématographique au 100%. C'était quelqu'un qui regardait beaucoup de films et il utilise, bon, je la fais simple, mais il utilise vraiment des procédés cinématographiques, des cadrages cinématographiques. C'était un super dessinateur, Caniff. Il utilisait les modèles. Dans son atelier, il venait les modèles pour faire certaines des images. Il faisait un strip tous les jours, donc il avait le modèle pour les personnages féminins et le modèle pour les personnages masculins. Il a vraiment cette technique de... Ben, vous voyez bien que c'est très cinématographique, non? C'est l'époque du dessin en noir et blanc. Alors, lui, il a donné les bases pour ce qui est les dessins d'aventure américains. Là, vous voyez que il n'a pas un noir et blanc, comment dire, qui n'a pas de subtilité dans l'utilisation du pinceau pour là, vous voyez des effets qu'il peut faire pour le bois ou là. Vous voyez que c'est un peu, Will Eisner utilise le mot impressionniste pour ce genre de technique de noir et blanc. Je pense qu'intuitivement on peut la considérer pertinente. Là, vous voyez comment il fait les masses noires et après les coups de blanc. Là, l'identité qui est pas donnée, c'est vraiment une figure de militaire. Évidemment, il y a beaucoup de militaires, beaucoup de scènes de ce type, mais il y a aussi un grand nombre de scènes d'avions et de bateaux, ce qui est très difficile à dessiner. Surtout sa façon de dessiner les vagues, ça reste la référence pour un bon vingtaine d'années pour les dessinateurs. Alors là, vous voyez encore vraiment son utilisation du noir dramatique. Alors, c'est un dessin dramatique et stéréotypé dans certaines attitudes. Ça veut dire que vous allez, je pense, pas utiliser... Ouais, combien de fois il cache le visage quand même. Pas utiliser le genre de physionomie que Caniff donnait à ses personnages. Je vous montre pour vous donner une idée. Voilà, ça c'est le héros masculin. Ça c'est le personnage de la femme fatale. C'est, oubliez pas, c'est le monde des années 40. Faut pas oublier. Mais vous voyez que par exemple dans ce dessin, vous voyez bien comment les valeurs de la géométrie, de la verticalité du dessin et après comment la jambe qui sort entre le jaune et le rouge est composée et avec le noir qui est ici. Donc on parle de quelqu'un qui maîtrise beaucoup le dessin, de la composition. Même si après les BD à lire, bon peut-être ça ne nous intéresse pas tellement. Ça c'est une scène de groupe. Alors, lui il a influencé beaucoup Pratt. Sauf que Pratt, il a fait un passage bizarre, hein, parce qu'à un moment, il est passé à ancrer le trait avec le feutre. Donc, il a un trait extrêmement régulier, et après, il met des masses noires. Là, c'est des personnages de Pratt à la première phase où il utilisait encore le pinceau et la plume. Mais après, vraiment, ça sera l'ancrage de la deuxième moitié de l'œuvre de Pratt, il est ancré comme ça. À un moment, il enlève même les noirs. Il fait une ligne claire et c'est les coloristes qui utilisent la couleur. Voilà, là vous avez un exemple de cette utilisation. C'est intéressant, Pratt, parce qu'il fait une grille, non, c'est comme s'il y a une grille de traits et après des masses. Mais lui, il est plus suggestif de Caniff. Il veut bosser, bon après, il faut dire la vérité, Pratt, il était habitué à travailler à des rythmes beaucoup plus soutenus que Caniff. Donc il devait s'interroger sur comment faire vite, évoquer plus que montrer. Alors, si vous regardez ces pages, souvent le décor, ben là, vous voyez, il n'y a rien, là, il y a un morceau de fenêtre. Ouais, c'est très simple, mais ça fait voyager l'imagination. C'est ça l'objectif. Donc, on sent, il est vraiment un grand maître. Là, vous voyez cette ombre très graphique qu'il fait, cette masse noire sous le vêtement de Corto. Donc, c'est vraiment intéressant de regarder la composition de Pratt. Après, Pratt, il a des figures de style qu'il réutilise souvent. Mais quand même, regardez cette image, je veux dire. Avec cette diagonale, la fumée comme ça. C'est vraiment, c'est de haut niveau de dessin.
Et ça c'est Kane, vous voyez que c'est beaucoup plus dense. Ouais, une densité très forte. Il y a même les gris. Probablement c'est parce que c'est une photo, c'est un scan d'une page en couleur. Probablement, je suis pas sûr parce que j'ai jamais vu cette page-là en couleur. Donc, vous voyez, il y a un niveau de densité très fort. Alors, ça c'est une partie de l'histoire. Après, il y a l'autre partie de l'histoire, que c'est le dessinateur qui a influencé en noir et blanc les dessinateurs des années 80-90. Et c'est Alex Toth, mon presque homonyme. Alex Toth est considéré par Mazzucchelli, par Miller, par certains des dessinateurs qui ont fait vraiment l'histoire de la BD américaine des années 80-90, la référence dans l'utilisation du noir et blanc. Alors, pourquoi? Toth, il a écrit sur le dessin, hein, on a ses déclarations. Il y a un entretien où il dit, les jeunes dessinateurs, ils se lancent, ils se mettent à dessiner comme des fous. Ils font plein de traits à droite et à gauche. Moi, je suis un peu plus âgé et j'essaie de faire moins de traits possible. Alors, lui, il faisait des histoires courtes, souvent. C'est des histoires, ça que vous voyez, c'est des histoires de l'horreur qu'il faisait. C'est des histoires de 4-5 pages. Alors, c'est 4-5 pages où il se passe beaucoup d'événements narratifs et où la tension dramatique doit être très haute dans toutes les images. Donc, toutes les images, c'est des pics, en quelque sorte. Alors, même si c'est un moment de pause, c'est dans un registre de, un ténor émotionnel assez monté. Mais là, vous voyez bien comment elle est la page. Tout est fort graphiquement. La dame qui se fait tuer par les couteaux, les personnages qui déposent le cercueil dans le sol, les gens qui regardent, un homme qui s'enfuit. Mais là, vous voyez par exemple, il n'a pas dessiné la grande porte, les escaliers et le type petit. Il a dessiné un tout petit peu de porte. Les escaliers, le type qui court, c'est en masse, mais c'est fait avec une grande intelligence. Il a une utilisation systématique de la silhouette. Là, il y a les gris. Il se donnait, alors, donc c'est un travail de tête. Il pense beaucoup. Je pense qu'il faisait beaucoup de petits croquis, lui. Là aussi, vous voyez bien cette case. Donc, si vous regardez cette première case, vous voyez que l'espace noir est très important. Là, il y a un passage, il fait un détail, non, il fait un zoom sur le type qui conduit. Après, pour donner l'information, il change de point de vue, il met la caméra en bas. Donc, il ne répète pas le plan horizontal. Il met la caméra en bas pour rendre dynamique. Après, là, quand il s'approche de la ville, non, il fait pas une grande image, il ouvre pas une demi-page. Il a 5 pages pour l'histoire, 5-6 pages. Donc, il fait une case que c'est un quart de bande. La voiture, dont le cheval est tiré, on voit la jambe un peu levée, tout est dans les détails. Le type, il descend, il s'approche de derrière, il ouvre. Ouais, mais c'est tout un art, en fait, le détail. Toth, il a eu une carrière de designer pour le dessin animé. C'est des très beaux dessins, ils montrent bien le dynamisme dans la composition des formes. Regardez bien la forme des corps, comment il déplace les épaules, comment il fait les vêtements. Là, par exemple, cette articulation de ce rondeur contre la forme des épaules, la tête, tout est simple. Mais c'est des formes en contraste les uns avec les autres. Il y a vraiment un dialogue de cette géométrie simplifiée. Beaucoup à apprendre d'Alex Toth, hein. Très grand dessinateur. Là, cette tête du chat qui se développe de façon horizontale. Voilà. Alors, un auteur qui travaille encore, qui vient de la tradition du noir et blanc, mais il a trouvé une synthèse moderne et très frais, vraiment très agréable, très légère, très efficace. C'est Jimmy Hernandez, un des deux frères Hernandez de la série Love and Rockets. Son noir et blanc, il est impeccable. Avec sa structure, avec quand même 8 cases par page, hein, c'est beaucoup. Il a une utilisation de cadrage extrêmement riche, une composition, alors j'ai mal cadré, je baisse un peu, une composition, mais vous voyez bien combien de cadrage il y a,
Et le noir et blanc, il est à la fois graphique, mais au service d'un espace réel qu'il est évoqué avec quand même des détails bien choisis. Là, par exemple, ce détail-là, ou la porte, la manie de la porte, ou cette grille avec les bâtiments, les petites maisons à l'américaine derrière. Alors lui, c'est vraiment, je vous invite à regarder Jimmy Hernandez. C'est un des plus importants auteurs américains aujourd'hui. C'est un maître de la narration avec le dessin. C'est vraiment un storyteller magnifique. Et en France, pour quelques raisons qui m'échappent, n'est jamais trop considéré. On n'en parle pas beaucoup. Mais aux États-Unis, c'est considéré vraiment un classique vivant, en quelque sorte, ouais, un classique contemporain. Un autre auteur qui a travaillé avec le noir et blanc, que c'est la peine de regarder, et ça va vous étonner parce que c'est un auteur qui est connu pour son travail avec la couleur, c'est Manuel Efior, qui a fait un livre qui s'appelle L'entrevue en français, où il a un noir et blanc, où par contre il part des films des années 60, donc les films d'Antonioni, pour déduire une technique qui mélange encre de Chine et carboncino, c'est un crayon très grand, donc avec des espaces blancs, et c'est un dessin très sophistiqué, très cinématographique dans la choix des cadrages. Intéressant pour ce mélange. Là, il évite le parti pris du pinceau comme seul instrument. Il mélange les deux et c'est très intéressant le résultat. On voit le PDF que Manuel m'a très gentiment passé. Surtout pour les paysages, il a fait un travail très intéressant avec Google Maps. Ça sont des paysages tirés de Google Maps. Et après, il les a imprimés et utilisés comme base. Donc, certains points de vue viennent de cette possibilité aérienne de voir les paysages. Dernier que je vous montre, encore un contemporain, c'est Semi Arkham. Semi Arkham, c'est l'auteur c'est l'éditeur d'une revue qui s'appelle Kramer Sergo, très importante. Son dernier livre, c'est Blood of the Virgin, le sang de la Vierge. C'est dans le milieu du film de l'horreur des années 60. Et il a ce style, à la fois du cartooning ancien, classique, mais il avait des ouvertures très modernes, il est vraiment très frais, très léger, ça se lit super bien, et là vous voyez comment il l'utilise. Il n'y a pas d'ombre, c'est des masses noires, encore une fois. Mais à différence de Jimmy Hernandez, qui est articulé sur un rythme très régulier de 8 cases, lui il change la mise en page, c'est vraiment plus simple, mais c'est quand même un style où le noir est utilisé peu, mais avec intelligence. Je vous montre, je termine avec Semi Arkham, que c'est un très bon auteur de bande dessinée, pour vous rappeler que étudier les dessinateurs anciens qui à l'apparence ne vont pas nourrir directement votre style. Ça nourrit en réalité votre style toujours, parce que le langage, c'est une espèce de fleuve dans lequel vous êtes, d'accord? Donc il faut s'y mettre dedans. C'est pas important que des choses ne nourrissent pas directement. Il faut que ça active le système de la composition et le système de la des choix de cadrage. Voilà, là, bon, je vous montre, il y a pas. Là, par exemple, ce vide qu'il fait dans la scène de l'aéroport, avec les personnages au milieu, vous voyez, c'est beaucoup plus simple qu'Alex Toth. D'accord? Mais c'est le résultat de quelqu'un qui a lu beaucoup de comics avec attention et choisit les cadrages. Là, il choisit d'enlever les décors dans la deuxième partie de la page, par exemple. Donc, il fait des choix conséquents au sujet. Voilà, bon, pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous remercie. On se voit la semaine prochaine. Ciao!